Ok, bonjour. Donc, bienvenue au rendez-vous IoT du pôle Alpha RLH. Donc, il s'agit de l'épisode 4. Donc, c'est un événement, ce sont des rendez-vous récurrents que l'on organise euh, au sein du pôle Alpha RLH sur le sujet des objets connectés et des challenges de l'IoT. Donc, on en est à l'épisode 4 et cet épisode 4 euh, se, se fait dans le cadre de Vive Industrie, donc entre 11 heures et midi aujourd'hui. Donc merci d'être connecté à ce webinaire et nous avons deux intervenants avec M. Parvery de Système et M. Mortel de la société SICAM. Tu peux passer l'autre slide? Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc les deux présentations, donc on va faire une très courte présentation du pôle. Donc on organise régulièrement ces challenges de l'IoT. La présentation de système concernera donc système RFID pour une application industrielle chez l'entreprise Moko Cartex. Et puis la seconde présentation donc par SICAM consistera à décrire un petit peu comment on peut proposer des services IoT sur des sites industriels et la nécessité d'une approche globale du capteur à l'application, incluant le retour sur investissement. Ensuite, il y aura une petite session de questions-réponses. Donc, pourquoi au pôle Alpha RLH décide d'avoir ces journées challenge de l'IoT? Tout simplement parce que depuis quelques temps déjà maintenant, les objets connectés sont en pleine expansion. C'est un sujet qui est assez complexe et qui fait intervenir beaucoup de fonctionnalités, hein, du capteur au traitement des données. Et c'est un sujet qui est au cœur des métiers du pôle, avec qui couvre plusieurs activités que l'on a au sein du pôle, entre le bâtiment intelligent, les systèmes de communication et la santé. Donc notre objectif, c'est de créer et d'animer une communauté IoT en région Nouvelle-Aquitaine dans un premier temps. Donc pour cela, on a créé un groupe sur LinkedIn, hein, dont vous avez le lien qui est donc affiché. Donc ça, c'est nouveau depuis le début de cette année. L'idée, c'est que cette communauté, eh bien, elle vive, elle s'auto-alimente, et pour répondre à des questionnements technologiques ou applicatifs, discuter aussi avec les experts du domaine. Et puis, ça nous permet également d'organiser des événements en ligne ou en présentiel tout au long de l'année. En même temps, je laisse la parole à Ariane. Oui, merci Patrice. Donc du coup, moi je vais vous présenter très rapidement le pôle Alpha RLH. Donc du coup, nous on est un pôle de compétitivité qui est sur deux socles technologiques que sont la photonique laser et l'électronique hyperfréquence, avec tous les outils numériques qui permettent bien sûr de pouvoir diffuser et utiliser ces technologies, et ensuite des marchés applicatifs nombreux qui sont, comme l'a cité Patrice, la santé, la communication, aéronautique, défense spatiale, les transports, tout ce qui est semi-conducteur, le marché de l'énergie et du bâtiment intelligent. Et donc, du coup, on voit bien que la partie IoT, capteur, réseau, data, est bien représentée en fait sur ces deux socles technologiques et tous les métiers dans lesquels ça peut s'appliquer. Donc, c'est pour ça qu'aussi on est très légitime et reconnu pour animer aussi cette communauté qu'on a créée en Nouvelle-Aquitaine.
En quelques chiffres, le pôle, donc c'est à peu près 260 adhérents, entreprises, institutions, laboratoires. On a 4 bureaux en région, le siège à Talence, une antenne à Limoges, une antenne à La Rochelle et une à Pau, et des représentations à l'international. On est à peu près 20 personnes sur le pôle, avec des personnes qui sont aussi mises à disposition de la part de grands groupes comme Legrand, Nest, Thales, Silas, qui travaillent, qui apportent leur expertise au projet des projets technologiques du pôle. Et donc voilà, des experts qui sont reconnus et qui peuvent animer toutes ces questions et toutes ces technologies. Donc, sans plus attendre, nous allons laisser la parole donc à Hervé pour cette présentation. Avant, je voulais vous signaler voilà, qu'il y aura des questions-réponses qui vont être faites à la fin pour laisser le temps à nos intervenants de bien présenter leur sujet. Donc, je vous remercie de poser vos questions dans le chat et on les répartira à la fin de cette présentation. Hop. Donc, je laisse la parole donc, à Hervé pour nous donner un peu plus d'informations sur ce projet de déploiement d'une solution RFID chez Moku Cartel. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On te voit, toi. Ah. Alors, attendez. Oui, C'est bon? c'est bon. Ok, donc bonjour à tous. Donc Hervé Parvery, je suis ingénieur de recherche au Centre de transfert technologique Système, spécialisé donc en intégration et conception d'antennes RF. Donc je commencerai ma présentation aujourd'hui par une brève description de Système, pour que vous connaissiez nos domaines d'activité. Puis je vous présenterai la RFID avec pour vous montrer des problématiques que vous pouvez rencontrer avec un cas concret pour une application industrielle. Donc, Système est un centre de transfert technologique qui a plus de 25 ans d'existence, donc spécialisé dans les hyperfréquences et les communications sans fil. Nous sommes une trentaine de personnes, donc localisées en Nouvelle-Aquitaine, donc avec 4 sites à Limoges, Brive, Poitiers et Bordeaux. Et donc, centre de transfert technologique, c'est-à-dire que nous sommes une structure intermédiaire entre les organismes et centres de recherche et les industriels. Donc, nous accompagnons nos partenaires industriels pour le développement de leurs produits innovants. Et nous travaillons aussi avec les centres de recherche pour faire de la montée en TRL sur des nouveaux concepts innovants issus de leur recherche. Donc, nous sommes structurés en 3 thématiques au sein de Système. Donc, une thématique composants et circuits hyperfréquences. Donc, dans cet axe-là, nous faisons de la conception de composants passifs ou actifs, donc tels que des antennes, des filtres, des circuits de distribution, des amplificateurs, commutateurs et des circuits actifs intégrés sur silicium, par exemple. Le second axe, c'est l'axe système, hyperfréquence et application. Donc là, en fait, dans cet axe-là, c'est le développement de systèmes complets avec l'intégration des composants électroniques, hein, des capteurs, des modules radio, etc. Et tout le développement de l'électronique embarquée autour de ces composants.
et aussi ce qui concerne la propagation des ondes électromagnétiques, avec notamment plusieurs logiciels de propagation que nous avons développés au sein de notre centre pour faire de l'estimation de couverture radio, de qualité de service et aussi l'évaluation de systèmes radar. Et enfin, le dernier axe, mesure. Donc là, nous possédons plusieurs bancs et équipements de mesure justement pour faire la caractérisation hyperfréquence des composants, mais également des bandes de caractérisation de matériaux pour connaître les propriétés électromagnétiques des matériaux, chose importante notamment en ce qui concerne les antennes. Et nous avons aussi donc sur notre site de Brive un laboratoire de test où nous sommes accrédités COFRAC en ce qui concerne toutes les normes et directives CEM, basse tension et RAID. Et nous pouvons aussi vous accompagner pour le marquage CE de vos produits. Donc, nous travaillons dans divers domaines d'application, allant de l'aéronautique, le bâtiment, les objets connectés, le transport, etc. Et donc, notre écosystème, donc nous sommes bien sûr en Nouvelle-Aquitaine en lien avec les principaux laboratoires de recherche du domaine. Nous collaborons avec les autres centres de technique qui sont complémentaires de nos activités, comme par exemple Alphanov pour ce qui concerne l'optique et les lasers, et le CATI pour l'électronique numérique. Nous sommes en liaison aussi avec le pôle de compétitivité Alpha RLH. Et donc, vous voyez que nous travaillons avec des partenaires qui peuvent aller de la start-up, petite entreprise, jusqu'à des grands groupes. Donc voilà concernant le système. Donc maintenant, on va passer sur l'application RFID. Donc je commencerai par une description un peu générique de la RFID et on passera ensuite sur le cas concret avec l'illustration d'une application industrielle. Donc la RFID en IoT est très largement utilisée aujourd'hui dans divers domaines. Donc la RFID, c'est en fait un système, un protocole qui permet d'identifier de façon unique un objet ou une personne, donc en exploitant le rayonnement électromagnétique. Donc, c'est utilisé dans des applications très larges, que ce soit pour de la logistique industrielle, de la traçabilité, de la maintenance, du chronométrage de personnes, du détection de personnes, etc., dans le domaine de l'automobile. Et donc, selon les applications visées, différents types de RFID sont exploités avec différentes bandes de fréquences. Donc, la RFID basse fréquence à 125 kHz. Donc là, ça va être de la détection vraiment à proximité, avec une portée de lecture de quelques centimètres. Donc là, ça peut être par exemple des badges d'accès, d'ouverture de portes, etc. Après, il y a la RFID haute fréquence à 13,6 MHz. Donc là, on va avoir une portée un peu plus grande, mais qui reste de l'ordre de quelques centimètres, jusqu'à quelques dizaines de centimètres. Et enfin, la RFID haute fréquence. Donc là, on exploite des fréquences dans les bandes ISM à 868 MHz ou 915 selon la région géographique mondiale. Et donc là, on a des distances de lecture de plusieurs mètres, quelques mètres. Et donc, c'est l'application que je vais vous présenter aujourd'hui, justement, c'est une application RFID haute fréquence. Donc, comment fonctionne la RFID? Donc, il y a différents types aussi de RFID. Il y a la RFID active. Donc là, la RFID active, c'est-à-dire que l'étiquette, le tag RFID est alimenté par une batterie. Et la RFID passive, où donc là, le tag n'est pas de système d'alimentation.
En fait, pour la RFID passive, donc vous avez une étiquette composée d'une antenne et d'une puce. Et ensuite, donc, un lecteur qui va envoyer une onde électromagnétique. Et c'est cette onde-là qui va exciter la puce pour qu'elle puisse donc renvoyer son identifiant vers le lecteur. Donc au niveau des lecteurs aussi, il y a différents types de lecteurs. Il peut y avoir des lecteurs portables qu'on tient à la main avec une antenne intégrée pour faire de la lecture à proximité et aussi des lecteurs avec des antennes externes qui peuvent être après déployés sur des portiques euh, autour de l'objet à identifier. Donc, un point très important justement pour que le système RFID soit fonctionnel, c'est de bien prendre en compte et connaître l'environnement de déploiement des étiquettes et du milieu de propagation de l'onde électromagnétique. C'est suivant sur comment on va utiliser les tags RFID, sur quelle partie d'un objet ils sont positionnés, si c'est un objet métallique, du plastique, le corps humain, etc. Donc, l'interaction avec l'antenne va être différente et donc peut vraiment perturber l'étiquette. Donc, il faut déjà utiliser une étiquette qui va être adaptée en fonction du milieu d'utilisation. Et également, au niveau des lecteurs, utiliser les antennes et les déployer correctement pour que la portée de lecture soit satisfaisante et corresponde aux besoins recherchés. Donc, justement, je vais illustrer ces problématiques d'environnement de déploiement par une application industrielle avec un de nos partenaires, donc Mococartex. Donc, Mococartex est une entreprise donc, de la Nouvelle-Aquitaine aussi, donc spécialisée dans les solutions d'emballage. Et il propose une gamme de cartons connectés pour la traçabilité et de la logistique pour leurs clients. Et notamment pour les emballages de bouteilles de vin, leurs clients ont des besoins de pouvoir identifier l'ensemble des cartons qui sont disposés sur une palette. Donc faire avec un système de détection, avoir une vue globale de tous les cartons qui sont sur la palette. Donc Mococartex avait testé des solutions existantes sur le marché, mais n'avait pas réussi à atteindre l'objectif, et notamment la difficulté de détecter les cartons qui se trouvent au milieu de la palette. Notamment, comme vous pouvez vous en douter, le liquide et les ondes électromagnétiques ne sont pas bons amis, donc une forte atténuation des ondes liées au liquide. Et donc, ils ont fait appel à nous justement pour qu'on fasse une expertise et qu'on fasse une étude de faisabilité pour voir s'il était possible d'exploiter la RFID pour répondre à ce besoin. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la démarche que nous avons mise en œuvre. Par contre, je ne vais pas vous donner toutes les solutions qui ont été apportées, vu que c'est confidentiel pour Mococartex. C'est une étude qui est toujours actuellement en cours. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dévoiler tous les secrets. Donc, au niveau de la méthodologie, donc nous avons fait déjà quelques tests préliminaires pour avoir un aperçu du fonctionnement et effectivement, donc nous avons vu que nous obtenions 80-90% de pourcentage de cartons détectés et que les cartons centraux étaient assez compliqués à détecter. Du coup, nous avons décidé de faire de la simulation électromagnétique justement pour évaluer quel était l'impact des bouteilles de vin sur la propagation du signal et pouvoir donc identifier une position des étiquettes, quelle était la position des étiquettes sur le carton qui pourrait optimiser les performances
et garantir une détection complète des cartons. Et enfin, une fois cette position identifiée, nous avons fait des essais de validation en conditions réelles pour valider le bon fonctionnement et définir après une architecture globale qui pourrait être industrialisable par Moko Cartex. Donc, si je vous décris le système, donc la base aussi était de pouvoir utiliser des composants RFID existants, c'est-à-dire que ce soit au niveau des étiquettes, mais aussi des lecteurs et des antennes qui allaient être disposées sur le lecteur. Se baser aussi sur une seule étiquette par carton et respecter aussi les normes d'émission électromagnétique. Bien sûr, si en émettant plus fort, on pourrait probablement atteindre les étiquettes, mais l'objectif, c'est quand même de respecter les réglementations en vigueur. Donc, nous avons basé l'étude aussi sur la configuration PIRCA, c'est-à-dire des palettes de carton de 6 bouteilles, avec donc 5 couches de carton, ce qui représente à peu près, donc, ce qui représente 105 cartons à détecter sur une palette. Donc, pour la simulation électromagnétique, donc, nous avons modélisé l'ensemble du dispositif, donc l'ensemble des cartons, avec dans chaque carton 6 bouteilles, avec l'environnement, donc le verre et la bouteille remplie de liquide. Et nous avons aussi fait un modèle simplifié électromagnétique de l'étiquette pour pouvoir donc faire la simulation complète du dispositif. Donc, nous avons commencé par faire déjà une simulation de référence avec un seul carton et une étiquette dessus pour justement ajuster le modèle de l'étiquette et définir aussi quels étaient les niveaux de champ seuil critiques pour la détection. Donc, sur le terrain, nous avons vu que l'étiquette placée sur le carton, nous avions une portée d'environ 5 mètres. Donc, nous avons regardé en simulation quel était le niveau de champ à cette distance-là pour définir le seuil limite du champ électromagnétique qui permettait la détection. Donc, une fois tous ces paramètres ajustés, le modèle de l'étiquette bien défini, nous sommes passés à la simulation complète du dispositif avec, comme vous pouvez le voir ici, donc l'ensemble de la palette. Et nous avons choisi donc des cartons au centre, ceux qui sont les plus difficiles à atteindre. Donc, nous avons fait l'étude sur 2 cartons, le 309 et le 315. Pour justement évaluer le niveau de champ à 1 mètre à peu près de la palette. Donc, c'est la distance de lecture envisagée pour cette application sur le terrain. Et donc ensuite, nous avons fait ces simulations avec différentes positions de l'étiquette sur le carton, différentes orientations, etc., pour définir quelle était la position qui permettait la position optimale, pardon. Donc voilà ici par exemple des résultats de cartographie. On voit donc sur la position optimale définie, donc sur le premier carton, le carton 309, on voit que on a un niveau de champ à 1,3 volts par mètre, donc qui est supérieur au seuil de sensibilité. Donc normalement, cette configuration est compatible pour la détection. De même pour l'autre carton, on voit ici que le niveau de champ est à 1,9 volts par mètre.
donc compatible avec la détection. Donc, une fois cette position sur le carton définie et bien identifiée, ben, nous avons mis en pratique cela avec donc une palette complète équipée avec l'étiquette, chacun des cartons avec une étiquette dans la position que nous avons définie en simulation. Et nous avons fait des tests sur le terrain en conditions réelles, avec donc un lecteur RFID, des antennes et donc un petit logiciel justement pour permettre de visualiser en temps réel sur le terrain le niveau de détection et confirmer si l'ensemble des cartons étaient bien identifiés ou pas. Et aussi l'objectif c'était de configurer le système de lecture, c'est-à-dire voir combien d'antennes étaient nécessaires au niveau du dispositif de lecture, quelle était la distance maximale au niveau de la portée, etc., pour pouvoir définir une configuration fiable et robuste pour ensuite que Moko Cartex puisse faire sa solution industrielle. Donc, ces tests sur le terrain ont permis d'obtenir donc 100% de cartons détectés avec cette solution proposée. Donc, ça a validé justement la faisabilité de cette solution. Nous avons pu donc optimiser aussi le dispositif de lecture et donc valider en fait la preuve de concept et proposer une solution industrielle pour Moko Cartex. Il pourra donc proposer à ses clients qui souhaitent avoir ce système de détection. Et donc, en conclusion, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'environnement proche des antennes influe fortement leur performance et aussi la propagation du signal entre l'étiquette et le lecteur joue un rôle important. Et donc, c'est pas trivial lorsqu'on veut faire un déploiement d'un système RFID, il suffit pas juste de placer une étiquette et d'utiliser un lecteur. Il faut bien veiller à considérer l'environnement et souvent il est nécessaire d'avoir affaire à une expertise électromagnétique pour optimiser le dispositif et d'avoir donc un système fonctionnel, fiable et robuste. Voilà, donc merci pour votre attention. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Patrick Mortel de SICAM. Merci Hervé. Est-ce que mon écran est visible? Oui. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, donc Patrick Mortel, directeur IoT du groupe SICAM, que je vais vous présenter, et aussi président de l'association professionnelle Euridis, qui s'occupe de gérer des protocoles de communication. La présentation d'aujourd'hui est un témoignage que je vais rythmer en 3 parties. Je vais vous présenter rapidement le groupe SICAM pour vous expliquer pourquoi ce témoignage. Ensuite, je vais vous présenter rapidement quelques produits qui nous a amené à cette conclusion qu'il était nécessaire d'avoir une approche globale que je vais vous présenter en mettant l'accent sur le pourquoi et le comment. Le groupe SICAM est une ETI française qui est l'un des leaders sur le marché des produits et services liés au transport et à la distribution d'énergie, mais aussi à tout ce qui est équipement de sécurité et à des fournitures pour des applications industrielles. Le groupe SICAM, c'est 51 entreprises
qui aujourd'hui sont implémentés dans 26 pays, avec des implantations industrielles, mais aussi commerciales, et qui dessert aujourd'hui à peu près 157 pays, avec des produits et des services. Le groupe s'est construit par croissance interne, mais aussi par croissance externe. C'est dans l'ADN du groupe. Donc, vous voyez sur ce schéma les différentes acquisitions depuis 1955, avec un groupe qui aujourd'hui pèse un peu plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Les différentes activités, donc les 51 entreprises, sont réparties sur 5 strategic business units. Donc tout d'abord, tout ce qui est produits et services pour les réseaux de transport d'énergie, donc avec des clients comme RTE en France pour donner un exemple. Ensuite, il y a tout ce qui est produits et services pour les réseaux de distribution d'énergie. Donc on parle là de basse et moyenne tension, alors que sur le transport, on parlait de très haute tension. Et nos clients sont des installateurs et des distributeurs d'énergie, comme là aussi, pour donner un exemple, Enedis en France. Le troisième segment, c'est la sécurité électrique. C'est tout ce qui est fourniture de pays et d'outillage pour les interventions en toute sécurité sur les différents sites, de la très basse tension jusqu'à la très haute tension. La quatrième système business unit, c'est tout ce qui est connectique industriel et outillage. Donc, c'est les COS et les accessoires pour le raccordement dans les milieux industriels. Et on va citer aussi le ferroviaire, l'aéronautique et l'automobile. Et puis, la dernière stratégique business unit, la plus petite du groupe, c'est tout ce qui est protection foudre. L'activité IoT est assez récente dans le groupe. Elle a réellement démarré il y a juste un peu plus de 5 ans maintenant, avec 2 grandes orientations. La digitalisation des réseaux, donc les réseaux de transport et de distribution, tout ce qui est espace public, l'industrie, le résidentiel, et plus généralement tout ce qui est smart city, smart grid. Et le deuxième segment, c'est tout ce qui est lié à l'efficacité énergétique, donc l'énergie renouvelable, les marinas, les microgrids, la mobilité électrique. Je vous expliquerai pourquoi. Initialement, on était parti plutôt sur le développement de produits qui était quelque chose de naturel, et petit à petit, on s'est aperçu qu'il fallait aller vers une approche globale, couvrant l'ensemble des couches d'une solution, et en allant jusqu'à la partie service. Donc, on a été amené à développer notre propre plateforme IoT pour analyser, surveiller et gérer les données. Et aujourd'hui, avec ces services, on couvre des use cases tels que la gestion des actifs, l'amélioration de la productivité, la sécurité des biens et personnes. L'ampacité, c'est la capacité à utiliser au mieux un réseau, une infrastructure, et puis aussi améliorer tout ce qui est qualité de fourniture. Je vais vous présenter maintenant quelques produits de la gamme. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de faire une présentation commerciale, mais de vous donner un aperçu du portfolio pour ensuite mieux illustrer mes propos quant à la nécessité d'avoir une approche globale. Donc, ce premier slide présente notre positionnement sur la surveillance des postes de transformation MTBT, que ce soit sur les réseaux publics, mais aussi en milieu industriel, avec ce qu'on appelle des postes clients. Donc, on est capable, avec des petits capteurs plus petits qu'un timbre-poste, intégrant une radio et une batterie jusqu'à 15 ans, de venir surveiller à différents points d'installation sur des fusibles. Vous avez des photos en haut à gauche, sur des cuves, sur des câbles. On vient surveiller des températures sur des sites aussi bien neufs et surtout existants. On a aussi des produits pour la surveillance des courants, en différents points des installations. On a un système de surveillance des courants de fuite qui permet de venir alerter. Le courant de fuite est un bon indicateur de la santé d'un certain nombre d'installations. Donc, ça peut être un transformateur et ça peut être un moteur. On a ensuite des systèmes plus liés à la protection des biens et des personnes. Donc, tout ce qui est détection des ouvertures de portes, notification d'intervention, là aussi avec nos petits capteurs miniatures qui ont la taille d'un timbre-poste. Et on vient aussi détecter tout ce qui est inondation. Et on en revient sur le dernier produit présenté en bas à droite,
sur tout ce qui est détection de défauts, hein, que l'on vient faire sur les câbles aériens et souterrains, donc dans les postes. Ensuite, on propose des solutions pour le monitoring des réseaux moyenne tension. Donc là, on a des indicateurs de défauts connectés. On a des détecteurs de défauts pour les réseaux aériens. Et puis, on a des détecteurs de défauts qu'on a vus précédemment, qui viennent s'installer dans les postes, pour les réseaux souterrains. Moins proche de l'industriel, mais nécessité pour que ces mêmes industriels reçoivent de l'énergie. On a tout un système de capteurs, là aussi, pour venir surveiller des installations dans des postes et sur des lignes très haute tension. Donc, on va retrouver nos capteurs miniatures pour faire la surveillance des températures, les notifications d'intervention, les détections d'inondation. On propose là aussi les produits de surveillance des courants de fuite, hein, sur les parafoudres. On a aussi les systèmes de détection d'ouverture de porte et depuis cette année, on propose maintenant des systèmes de surveillance des vibrations des lignes aériennes et puis la surveillance des connecteurs très haute tension en venant surveiller plusieurs paramètres physiques sur ces 10 capteurs. On vient proposer pour tout ce qui est activité shelters, par exemple les shelters pour les réseaux, la mise en place de réseaux cellulaires, pour vous donner un exemple. On vient là aussi proposer les mini-capteurs pour faire la surveillance des températures, des batteries, des équipements électroniques. On vient surveiller les énergies consommées. On vient surveiller les courants de fuite. On vient là aussi détecter les ouvertures de portes, les notifications d'intervention et les détections d'inondation. Et puis, en ce qui concerne l'industrie, on va là aussi, bien sûr, avec parfois des firmware, mais surtout des dashboards différents. On va venir utiliser les gammes précédemment mentionnées, notamment les petits capteurs miniatures. On va venir surveiller les températures du site, d'une pièce, d'un outillage, pour détecter, pour avoir une traçabilité sur les processus, mais aussi détecter les anomalies. On a ensuite la surveillance des énergies. Donc, avec la gamme M2, on est capable de suivre les consommations par machine pour faire de la comptabilité analytique par processus, mais aussi ces surveillances d'énergie permettent de détecter très en amont des anomalies. Hein, un moteur qui est en souffrance, un roulement à billes qui est en souffrance, eh bien, ça vient créer des phénomènes au niveau du moteur et on est capable de les détecter au niveau des consommations. Principalement, par exemple, avec des consommations par phase qui deviennent déséquilibrées. On a aussi la surveillance de ces anomalies par la mesure des courants de fuite. Et puis, pour la sécurité des biens et personnes, on va venir mettre en place tout ce qui est détection des ouvertures de portes, la notification des interventions et les détections d'inondation ou de présence d'un liquide. Voilà pour la présentation de la société et puis la présentation de nos produits. Donc, notre approche IoT, elle s'est très rapidement portée sur une approche à 5 niveaux pour amener à nos clients une solution globale dont je vous parlerai juste après de la nécessité. Donc, quand on parle d'une approche globale sur 5 niveaux, je vais partir du bas et en donnant un exemple qui est bien connu de tout le monde, c'est la gestion de nos emails. Sur smartphone, par exemple, eh bien, cette approche à 5 niveaux, on commence par la partie produit qu'on va trouver sur le terrain. Là, en l'occurrence, sur l'exemple, c'est notre smartphone. Ce produit, il a besoin d'une connectivité dans une approche IoT pour communiquer avec des plateformes et avec des tiers. Donc, dans le cadre de nos applications, c'est souvent du cellulaire au Wi-Fi utilisé au niveau du smartphone. Cette connectivité est utilisée par le produit pour envoyer ses données en local ou à distance, peu importe, mais sur un middleware. Donc, dans le cadre des emails, pour un certain nombre d'entre nous, on envoie nos emails au moins privés sur des serveurs tels que les serveurs de Google, hein, qui reçoivent ces données en masse et qui ensuite les dirigent vers les applications métiers telles que Google Mail. Et ensuite, on a, nous, sur nos smartphones, une application client. Ça peut être Gmail, ça peut être la Outlook, pour venir lui rendre des emails. Donc, en fait, on a une approche en 5 couches. Le produit, la connectivité, le middleware
l'application métier et l'application client. Là où les applications clients. Donc, au niveau du groupe SICAM, au tout début de cette activité IoT qui était nouvelle pour le groupe il y a 5 ans, on a commencé par avoir une approche produit. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'il nous fallait proposer ces 5 couches. Donc, la couche produit, la couche capteur, la couche gateway, parce que quand on parle de connectivité, on passe par des produits intermédiaires. Donc, connectivité qu'on représente ici en 2 parties, la partie gateway et puis la partie un peu plus large WAN, et puis la partie plateforme IoT et la partie service. Quand on dit une approche globale, cela ne veut pas dire forcément être en capacité de tout fournir, mais il est nécessaire de pouvoir recommander l'ensemble des éléments composant une solution, hein, de la fourniture à l'exploitation. Je vais donner un exemple, c'est sur la partie connectivité. Le groupe SICAM n'est pas et ne sera pas opérateur télécom. Par contre, nous avons des accords. Donc, quand un client nous demande un produit avec carte SIM intégrée, prêt à fonctionner, c'est quelque chose qu'on se doit de pouvoir proposer. Donc, on le fait à travers des accords commerciaux, à travers des partenariats. On n'a pas vocation à être opérateur, mais par contre, eh bien, on se doit de pouvoir le proposer et de l'avoir testé au préalable. J'ai décidé de vous parler aussi lors de ce témoignage du second point qui aujourd'hui rend encore plus nécessaire cette approche globale, c'est la cybersécurité. Hein, pas besoin, c'est une porte ouverte de dire que c'est un sujet d'actualité. Mais sans cette approche globale, il est très difficile de maîtriser ce type de vision, ce type d'approche. Quand on dit cybersécurité, on parle certification, on parle certificat, on parle clé de cryptage. Et si vous n'êtes pas capable d'avoir testé ou de proposer un système complet de cette gestion des clés, soit de bout en bout, soit en devant partager les informations avec des tiers en cours du processus ou après le processus, eh bien rapidement vous allez être bloqué. Donc cette cybersécurité, s'il fallait retenir un sujet qui nécessite l'approche globale, c'est bien celui-là. J'ai décidé de parler de points particuliers avec 2 approches. L'approche du client, celui qui va utiliser la solution, mais celui aussi qui le propose. Alors, en quoi le client est-il intéressé dans une approche globale? Quels avantages va-t-il en récupérer? Eh bien, la première, c'est dans une approche total cost of ownership, c'est-à-dire de tenir compte de l'ensemble des coûts, et pas simplement des coûts d'achat, mais aussi des coûts d'installation, des coûts de maintenance, des coûts de dépose, des coûts aussi bien OPEX que CAPEX, hein, donc les coûts d'achat et les coûts opérationnels. Eh bien, une approche globale lui permet de faire ses choix sans surprise majeure. Hein, pas commencer à acheter un produit et s'apercevoir qu'il a besoin d'un routeur complémentaire, puis d'un petit driver, puis d'une licence. Donc, cette approche globale est nécessaire dans cette approche TCO. Le deuxième avantage pour le client final, c'est une optimisation du ROI, donc du retour sur investissement, par la disponibilité de l'ensemble des fonctions présentes au niveau des capteurs. On s'est aperçu que quand on a commencé à présenter, notamment sur le marché des utilities, nos produits, en mettant en avant les gains de productivité, les gains en termes de sécurité possibles, sur l'ensemble des fonctions du capteur, que le client n'était pas à même toujours, avec ses solutions existantes de connectivité ou de supervision, de venir tirer le meilleur parti de l'ensemble de ces fonctions. Donc, si nous n'étions pas, nous, en capacité, avec une approche globale, de venir mettre en avant ces différentes fonctions, eh bien, le client aurait perdu une partie de ses avantages et aurait pu ne pas décider d'utiliser nos produits. Le dernier point, l'avantage pour le client d'une approche globale, c'est la garantie d'avoir une solution fonctionnelle sans ping-pong entre les différents fournisseurs. On l'a tous vécu. Hein, les produits sont dits interopérables, répondant à ces standards, mais quand on rentre dans les détails, et notamment lors de la mise en service, eh bien, on s'aperçoit qu'il manque un câble, qu'il manque un driver, qu'il manque une clé de sécurité, qu'il manque tel ou tel paramètre. Eh bien, une approche globale
garantie par le fournisseur permet au client de sereinement penser à ses investissements sans avoir la crainte de ces différents ping-pong. Les avantages maintenant pour le fournisseur, c'est notre cas, SICAM se positionne en tant que fournisseur de solutions. Eh bien, je l'ai abordé précédemment, c'est permettre au client d'utiliser l'ensemble des possibilités des produits afin d'en optimiser le prix de vente. Plus le client va être en capacité d'utiliser les avantages, les fonctionnalités offertes par le produit, plus il sera en capacité d'accepter le prix du produit comparé à d'autres solutions qui auraient des fonctions moindres. Alors, parfois, on a des clients qui recherchent initialement un produit, enfin une fonction, et retiennent le produit finalement par une autre fonction. Je vais vous donner un exemple. C'est notre indicateur de qualité de parafoudre. La fonction principale, c'est de connaître à distance l'état du parafoudre. Et on a avantageusement proposé à nos clients de suivre aussi le courant de fuite. Et en fait, le client s'est aperçu que c'est très rapidement la fonction principale qu'il s'est mis à utiliser, puisque heureusement, le parafoudre ne vient se déclencher que une fois tous les 10 à 20 ans. Par contre, le courant de fuite est présent en permanence et c'est une source de coûts importante pour les entreprises. Donc, détecter cette information, c'est quelque chose d'important. Si on n'avait pas mis en place dans les protocoles, dans les dashboards, un moyen de suivre ces informations, c'est une fonction que l'on n'aurait pas pu proposer, que le client n'aurait pas pu utiliser et on n'aurait pas pu vendre le produit avec ses avantages. Le deuxième point, pour être tout à fait honnête, c'est celui qui en premier nous a décidé à aller vers une approche globale. C'est ne pas être dépendant de tiers pour la mise sur le marché d'un produit ou d'une nouvelle fonction. On s'est aperçu au tout début que nos produits ne pouvaient pas être utilisés chez les clients, pas déployés, parce que le fournisseur de logiciels, dans sa roadmap, ne prévoyait le bon driver, le bon patch que dans 6 mois, que dans 1 an. Donc, on était dépendant des fournisseurs de logiciels et leur capacité à développer, on va dire, les éléments nécessaires pour la mise en valeur de nos produits. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'il manquait un certain nombre d'outils terrain pour, là aussi, le développement et la mise sur le marché de nos produits. Donc, voilà, pour pouvoir accompagner des nouvelles fonctions, et notamment parce que parfois ces fournisseurs de logiciels sont aussi nos concurrents fournisseurs de matériel, il était assez difficile pour nous de leur dévoiler 6 mois, 1 an à l'avance les nouvelles fonctions que l'on allait intégrer. Donc, on a décidé d'avoir cette approche globale pour être indépendant vis-à-vis de ces différences d'aléas. La troisième raison, c'est d'éviter le phénomène de l'œuf et la poule sur la partie connectivité. Donc, quand je dis l'œuf et la poule, c'est que si vous avez par exemple un produit qui doit communiquer sur un réseau LoRa, eh bien, si vous êtes vendeur du capteur et que le réseau LoRa n'est pas mis en place et que vous n'êtes pas capable d'accompagner votre client sur le choix d'un réseau public ou sur la mise en place d'un réseau privé, eh bien, ça va décaler, voire mettre à risque la vente de vos produits. Donc, pour éviter ce phénomène de je mets d'abord le réseau et j'achète ensuite les capteurs, ou j'achète que quelques capteurs mais reste sur une étagère parce que je n'ai pas encore la connectivité, il est apparu essentiel de proposer aussi dans notre offre cette partie connectivité. Dernier point, c'est la maîtrise du périmètre fonctionnel et opérationnel pour en optimiser la validation. La validation d'un système IoT est quelque chose de très complexe. Et il est quasiment impossible d'avoir un taux de couverture à 100% de l'ensemble des fonctionnalités, de l'ensemble de ce qu'il pourrait se passer entre les différentes couches, les 5 couches du système. En ayant une approche globale, en ayant choisi les différents éléments qui vont composer cette approche globale, eh bien, ça vous permet de mieux baliser, de mieux calibrer le périmètre fonctionnel et donc, par voie de conséquence, le périmètre de validation. Et c'est un bénéfice pour le fournisseur, mais aussi pour le client. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant avec des rapports ou autres en disant que vous avez pu valider à 100% le périmètre sur lequel vous vous engagez.
Voilà, c'était la fin de ma présentation. Je suis maintenant, comme Hervé, à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup Patrick et merci Hervé pour vos présentations très claires. Je vais laisser un petit peu de temps à nos participants pour poser encore quelques questions dans le chat. J'en profite pour vous envoyer le lien pour télécharger la présentation. Voilà, donc dans le chat, vous pouvez trouver l'adresse pour télécharger la présentation d'aujourd'hui. Alors, on va commencer les questions, donc peut-être avec les questions pour Hervé. Est-ce que la traçabilité s'est arrêtée au carton ou allez-vous jusqu'à la bouteille? Voilà, question. Donc, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui. Pour cette application-là, c'était uniquement détecter le carton. On n'est pas allé jusqu'à. L'objectif, c'était pas de détecter toutes les bouteilles, mais le carton. D'accord. Une autre question, pour une détection complète des cartons, est-ce qu'un lecteur suffit? Oui, donc un lecteur suffit. Après, sur ce lecteur, on peut connecter plusieurs antennes. Ok. Donc, je ne vais pas dire combien d'antennes on a eu besoin pour cette application-là, parce que c'est confidentiel. Mais voilà, si on utilise plusieurs antennes, mais sur un seul lecteur. Est-ce que du coup, quelle distance il faut au minimum entre deux palettes pour qu'il n'y ait pas d'erreur? Est-ce que c'est une information? Donc là, après, ça va être. C'est variable. Donc après, on va dire que c'est quelques mètres. Ça peut être une dizaine de mètres, ou après, ça peut être réduit si suivant comment on déploie le système de lecture, quoi. On peut mettre le système de lecture avec des protections, en fait, en gros, des murs qui vont empêcher après le signal d'aller plus loin pour se cantonner à une zone de détection, quoi. Ok. Du coup, je continue parce qu'en fait, les questions se rebondissent. Monsieur Ninet vous remercie pour la première réponse. Voyez-vous une impossibilité à aller à la traçabilité à la bouteille? Enfin, de descendre jusqu'au Donc là, ça sera encore plus compliqué. Parce que du coup, les bouteilles sont encore plus au centre. Il y a encore plus de bouteilles qui sont vraiment dans la zone complexe, donc ça sera un peu plus compliqué. Après, est-ce que c'est infaisable? Je ne pense pas, c'est à étudier. Mais voilà, vu que là, c'était pas le besoin demandé, on l'a pas étudié, quoi. Ça demande à être étudié plus finement, mais je pense qu'il peut y avoir des solutions pour qu'on puisse descendre à ce niveau-là. Ok. Alors, du coup, je vais poser une petite question à Monsieur Mortel. On vous voit plus, j'espère que vous nous entendez encore. Non, mais je vous entends. Je laissais le focus sur Hervé. Du coup, une question qui était un peu parvenue des échanges que vous aviez eus en préparant cette intervention par rapport à comment est-ce que vous abordez la connectivité de vos solutions dans des environnements avec de fortes contraintes d'un point de vue radio? Alors, on ne s'était pas concerté avant, mais il s'avère que là aussi, on a cette approche globale, hein, c'est-à-dire de bien connaître le produit, son environnement. Et en collectant ces informations, on va voir des experts de la radio, et notamment des experts de l'antenne comme système, qui nous permettent de développer les antennes qui permettent de s'affranchir des problématiques de propagation et de bruit qu'on va trouver selon les différents environnements. Donc là aussi, c'est à une approche globale, c'est-à-dire pas simplement avoir la vision du produit, mais aussi de son environnement, qui va nous permettre d'aller voir des spécialistes et de trouver les bonnes solutions.
Très bien. Bon, après, du coup, hein, ça peut aussi le rôle du pôle de faire en sorte qu'il y ait des synergies entre les différents acteurs de Et cette communauté. Donc, c'en est un bon exemple. très bien. Du coup, il y avait d'autres questions. Ah bah, je vais en prendre une deuxième pour vous, Monsieur Martel. Donc, une question. Euh, alors, des projets passés avec vos clients, quels sont les points difficiles pendant le déploiement, des problèmes de capteurs, de connectivité, traitement logiciel, restitution des données? Y a-t-il une tendance dans la... Ah ah, nous n'avons pas la fin de la question. La récurrence des problèmes. Alors, la couche la plus sensible, si je me permets ce terme, c'est la connectivité. C'est celle qui, souvent, est la plus contraignante. C'est la mise en place de la connectivité. Parce que des réseaux LoRa, Sigfox ou autres ne sont pas disponibles partout, parce que les bandes de fréquences peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Donc, c'est toute cette problématique liée à la connectivité qui rend difficile certains déploiements. Et du coup, bah, pour terminer, puisque ça va avec, dans le cadre d'un déploiement d'une solution IoT, quel est le ROI typique, 2 années ou plus? Non, si j'avais à faire une moyenne, effectivement, je citerais à peu près 3 ans. Mais sachant que c'est très disparate, on a des systèmes, des processus industriels où les gens nous recommandent des produits juste 6 à 3 mois après en disant on a des ROI de 6 mois. Et d'autres sur des processus où le ROI est, par exemple, sur la sécurité des biens et des personnes. Là, c'est très difficile à quantifier. Donc là, on est plutôt sur des ROI de 5 ans. Mais en moyenne, 2-3 ans est effectivement une donnée typique. Ok. Merci beaucoup pour ces réponses. Pour Hervé, j'ai une question sur la taille des packaging. Donc, en fait, est-ce que le système qui a été imaginé pour Moko Cartex pourrait être valable sur des packaging plus petits de type cosmétique ou pharmaceutique? Oui. Après, ça peut être effectivement compatible avec d'autres types de, de packaging. Donc après, il faut voir, peut-être que sur d'autres types de packaging, les problématiques seraient différentes. Peut-être que c'est sur du cosmétique ou pharmaceutique, il peut y avoir, que ce soit des bouteilles de verre, il peut peut-être y avoir des contenants avec du métal, tout ça, donc ce sera peut-être pas tout à fait les mêmes problématiques radio. Mais par contre, le système global, lui, sera fonctionnel. Ce sera peut-être juste la position de l'étiquette qui ne sera pas forcément la même que celle pour l'application dans le contexte des bouteilles de vin. Ok, très bien. Bon, bah, super. Mais j'ai fait, je pense, le tour de la majorité des questions. Ah, une nouvelle qui vient juste d'arriver, là, la dernière pour la fin. Alors, par rapport aux bandes de fréquences, est-ce qu'il y a concertation avec l'ANFR pour la recherche de bandes libres, exploitation de bandes libres au niveau des infrastructures, au niveau de l'infrastructure? Voilà, ça, je ne sais pas si c'est éventuellement Patrice aussi, si tu as une réponse là-dessus. En fait, les bandes de fréquences qui sont utilisées sont celles qui sont légales et disponibles et définies par l'ANFR. Oui, il n'y a pas besoin de concerter à chaque fois. Donc, on n'a pas de concertation particulière, on utilise les bandes légales disponibles. Voilà. Où chaque protocole a des bandes attitrées en fonction des protocoles et on exploite ces bandes-là, quoi. Donc après, il y en a qui sont libres, d'autres qui sont sous licence, mais c'est des bandes qui sont bien définies et réglementées. Très bien. Bon, mais merci. Voilà, donc la réponse a été bien entendue. Merci. Donc, du coup, ben, pour conclure, je vais juste vous inviter donc à notre prochain épisode qui se tiendra le 27 mai 2021 au sujet de l'efficacité énergétique et du confort. Et enfin, ben, je vous laisse les coordonnées de tous les intervenants d'aujourd'hui pour d'autres questions éventuelles. Et n'oubliez pas effectivement que vous allez retrouver également ces coordonnées dans la présentation que vous pouvez télécharger avec le lien que je vous ai mis dans le chat. Donc voilà, on arrive à la fin de
ce timing de conférence. Ben, merci beaucoup pour votre participation et ben, rendez-vous à bientôt pour un prochain épisode. Et merci beaucoup à Hervé et Patrick pour leurs interventions. Bonne journée. Merci. À vous. Au revoir. Merci. Au revoir.